GLTV. GLTV, the place to be. GLTV, the sky's the limit. GLTV, my TV. Your TV, Our our TV. GLTV.com. GLTV.com. Follow us. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com. Touba Bobodelo Ika De Jong. Ce soir, nous venons vous montrer que quand on veut, on peut. Tout est faisable ici sur Terre. Quand on se réveille chaque jour et qu'on va et on se dit on doit atteindre un but, on a une cause. Et la cause, on sait la voir aussi. Nous allons recevoir sur GLTV1.com un grand monsieur au Sénat américain. Il s'appelle Rodney Ellis. Vous allez sur Wikipédia, vous allez, en tout cas partout où il y a des recherches, vous savez retrouver sa biographie. Il a marqué l'histoire des premiers Noirs dans un Sénat américain et dans une ville qui est Texas. Et il est accompagné aussi de toute une équipe, sénateur d'Illinois, Chicago. Et vous allez voir à travers ces images. Suivez. Voilà, comme vous voyez, nous sommes ici au Sénat en Belgique, à Bruxelles, là où on trouve beaucoup des membres du gouvernement belge. Et cet après-midi, nous recevons un parmi les grands dans le Sénat américain. Bonjour. Bonjour madame, comment vas-tu? Je vais bien, merci. We're going to do it in English, that people they can follow you. Can you just tell me what is the reason that you're present today in Belgium? I'm a state senator from Texas, so I'm in a provincial legislature, and there are over 7,000 state legislators, state parliamentarians in the United States. So I'm here with a delegation representing the National Conference of State Legislators. And so we were meeting with CALDRE, which is a European entity that's comparable to the National Conference of State Legislators. So we're negotiating an agreement so we can do joint exchanges, talk about issues that are important to the United States and also to regional parliamentarians throughout Europe. That's very nice. I just want to know, with the sixth reform of the states in Belgium, we are going to a unicameral system. So what is the interest of the Senate? Well, in Texas and in most states in the United States, we have bicameral legislatures, both a House and a Senate. There are a couple of states where we do have a unicameral legislature. So it'll be interesting to see how that works. I think when you consider the size of the United States to various countries in Europe, it's probably a good concept to look at. I mean, I think the notion of regionalization, doing something so that you cut down on costs, but yet not take away from the participatory element of democracy. You have to make sure you balance it because it's important for people to feel as though they are invested in the government. Yeah, that's very important. Do you think that it's necessary to establish an American model in Europe? Well, to a great extent, our system in the United States was based on a European model. So much of what we do is based on Anglo-Saxon traditions that started here in Europe. But over time, you make changes in government. There's nothing that says because the government has always operated one way, you can't make changes. You have the benefit of history, of looking at examples of what has happened around the world. You look at a lot of emerging democracies in the developing world, in Africa in particular. From time to time, I have thought that there are things that they should take from the American model and there are things that they should take from the European model. So it depends on what works best for a given country. What is your equipment program against terrorism? I think the best way that people in the developed world or in the West or even in developing countries can deal with the onset of terrorism is through understanding. I think a lot of instances what really breeds that in young people is a lack of a job, a lack of training, a lack of hope.
a sense that they can do better. So a lot of times I think when you have people who are using religion as a crutch for things that are terrorist in nature, is really because they don't see a future. And I think it's a lot of people who are misrepresenting what religions do. And it's not the first time that has happened in the world. And there's nothing that is unique to Islam, in my judgment. It was used by Christianity. Part of the tour that we took today of this historic building, I could not help but think about the Crusades. And oftentimes people have used religion as a way of justifying some very awful things. Thank you. It is necessary to restore this penalty in Europe? No, I don't, to be honest with you. You know, in my life in Texas, obviously, most of the executions in the United States come out of Texas, and that's not something I'm proud of. I think that we ought to look at doing as much as we can to reform criminal justice systems around the world. The real issue, I think, before you get to the death penalty is, are there checks and balances in place so that even if you have the death penalty, you're making sure you get the right person? And in my state and throughout the United States, that is a problem. I chair the board of the Innocence Project, which is based in New York, and we have affiliates all around the U.S. and around the world. And one of the biggest problems in our criminal justice system is the fact that it's not fair. Far too often, somebody's income is what determines whether or not they're innocent. So I'm not sidestepping the issue of the death penalty, but I want to stress that there are a lot of steps before you get to the death penalty that we don't pay enough attention to. I'm even willing to bet, even here in Belgium, a disproportionate number of people who end up in jail are people who are poor. Oftentimes people that are newer immigrants to this country. A lot of the issues that we deal with in the U.S. in terms of Ferguson, that's getting a lot of press, obviously. A lot of those issues are not only there in the United States, but they're there in other parts of the world as well, including in African countries, might I add. Of course. We're going to talk also about Africa. As a senator, what do you think about discrimination in the U.S., where we see what happened now with all the black African people? I think that things in the United States are considerably better than were in the past. But, you know, understanding people of different races, of different cultures, of different religions is always an ongoing challenge. Something that all of us have to look at and ask ourselves, what are we doing to make sure that we're fostering a deeper understanding, more communication with people, more education, being exposed to our real history, and not necessarily being offended by it because it's history. There's not much you can do to change it. But clearly you can learn from it to make sure we don't repeat it. Okay, we are talking about the history. Can we just say something about Martin Luther King? You know, one of the best movies that I've seen as of late was the Selma movie. I know that the U.S. Embassy pulled together a private showing of the movie Selma so that people here in Belgium could see it. Being from Texas, I must say that you have to remember it's a movie. It's not a documentary. In particular, the role that was given to that President of the United States from Texas was not quite accurate. In many ways, Lyndon Johnson, President Johnson, was very much a partner to Martin Luther King. But Martin Luther King and those freedom riders took on the odds. They didn't have guns. They were smart, using the tactics from Gandhi. I think in a lot of ways changed the course of history and spurred a movement that was certainly something that impacted people all around the world. But we still have a long way to go. That march is not over with yet. Okay, thank you very much. We found you here. This is Belgium, and we know one of your brother, Senator Bertha Mampaka. He worked here. Can you just say something about him? Because when you see that they're also African, they are also in the system here in Belgium. Are you happy to see that? I met Senator Bertha Mampaka when I was here about 5 years ago for a conference. I was with the Reverend Jesse Jackson, one of the foot soldiers of Martin Luther King, and he was so gracious and kind to give us a tour of City Hall, to spend time with us. We toured Belgium, particularly Brussels, together, and then he went to the United States, and I helped host him. I gave him a tour of our capital. He got to hear and meet President Obama early on in his presidency. And
and we've remained in contact over the years. It means a lot to me to see that someone whose country of his ancestors at least, was once controlled by the great Belgium Empire. Very much the Congo is the backbone of Belgium's economy today. In fact, I must say that the slave trade is the backbone of Western civilization as we know it today. But to see someone to come to this country, get elected, be active in government, really gives me a source of pride. You know, obviously being an African American, you know, I'm proud of the fact that the son of an African could end up being leader of the free world, president of the United States. I expect great things to come out of the senator in the future, and I'm sure when I come back, it won't be long, hopefully before I come and sit in this chamber, and my friend Burton will be sitting up there presiding as the speaker of this great body. Okay. I just want you to tell all these young people they want to study also to be senator like you. I think that you can go as far in life as you want to go, as long as you're willing to prepare, you're willing to be patient, and you learn about history and appreciate it and make sure that we don't repeat it. Thank you, Senator. Thank you. Merci beaucoup. Nous trouvons aujourd'hui ici au Sénat et j'ai à mes côtés son Excellence le sénateur Bertin Mampaka qui nous a invités parce qu'à ses côtés il y a un grand dans le monde aussi de la politique aux États-Unis qui est venu ici, le sénateur Rodney Ellis. Si vous allez sur Google, Wikipédia, vous allez trouver en tout cas un homme à féliciter de couleur qui a réussi aussi dans son métier, qui continue à réussir parce qu'il évolue. Et le sénateur Bertin Mampaka, un grand bonjour et un grand merci, on doit le souligner aussi, parce que vous avez permis que la communauté africaine puisse voir qu'il y a des Africains qui évoluent comme vous, mais dans un grand continent qu'on appelle le continent américain. Un petit mot sur ça. Rodney Ellis est un homme assez particulier parce qu'il évolue dans un État qu'on appelle le Texas. Le Texas, c'est le deuxième État en termes de puissance aux États-Unis après la Californie. C'est 25 millions et demi d'habitants. Ça veut dire 2 fois et demi la Belgique. Et Rodney Ellis, je l'ai rencontré grâce à Jesse Jackson, bien entendu. Donc il y a une sympathie qui s'est créée entre les leaders, si on peut dire comme ça, ou les élus qui se sont fait élire dans des conditions assez difficiles. Il faut rappeler que le Sénat du Texas, c'est 31 ou 32 sénateurs en tout cas, et que Rodney Ellis est l'un des rares noirs, pour ne pas dire le seul, à être élu et à siéger dans un État qui était réputé un peu pour des questions de discrimination jadis, dans lequel, je vais dire, siéger dans le Sénat n'est pas un vain mot. Donc nous avons sympathisé. Il m'a accueilli aux États-Unis, il m'a fait rencontrer à une réunion de président Barack Obama, parce que c'était un grand soutien de Barack Obama au Texas, n'est-ce pas? Il est accompagné aujourd'hui d'une autre sénatrice de la ville de Barack Obama, c'est-à-dire de l'Illinois, de Chicago, n'est-ce pas? Donc ils sont ici pour des raisons, je veux dire, d'apprentissage de bons échanges pratiques entre les sénateurs et surtout entre les élus issus de certains États. Donc il a tenu à me faire un petit coucou et je devais lui rendre l'appareil, comme il m'avait très bien reçu à Austin, car je devais voir mon frère qui était à Dallas quand il est venu me chercher à Dallas pour aller jusqu'à Austin. En tout cas, c'est vraiment à féliciter. Le sénateur Bertin Mampaka, nous savons que vous avez ramené aussi beaucoup du beau monde des autres pays, des grands pays, des puissances de cette terre, on peut dire ici en Belgique. Comment est-ce que vous arrivez à lier ces contacts? Je pense que même à l'époque de Panda Farnana, c'est-à-dire il y a 100 ans, Panda Farnana, c'est le premier Congolais qui a obtenu son diplôme d'ingénieur en Belgique, et qui a fait la première guerre mondiale, et qui est mort empoisonné au Congo. Déjà à cette époque-là, il y avait une élite transatlantique, noire, haïtien et consorts, ici en Belgique, qui se sont rencontrés dans l'histoire. Et je dois d'ailleurs cette idée à ma collègue Céline Frémaux, qui est ministre maintenant, elle est plus jeune que moi,
qui m'a un jour soufflé dans l'oreille que je devais un peu faire une espèce de caucus comme ça, rencontre de tous les personnes issues de la diversité des Africains à ce niveau de pouvoir. D'ailleurs, c'est comme cela que je suis rentré en contact avec Madame Cécile Kienge quand elle est venue ici, que nous avons reçu aussi sur GLTV. Dans ce Sénat. Et que depuis, elle s'était lié des relations avec Madame Milquet, ministre d'égalité des chances, et qu'ils ont pratiquement ensemble convoqué un mini-sommet européen à Rome au moment où ils passaient des moments difficiles. Donc, nous avons l'obligation de partager les expériences en matière de discrimination, de diversité ou de lutte pour les droits sociaux et les droits civiques en tout cas. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai tissé quelques relations, mais malheureusement pas assez à mon goût avec toutes les autres personnes qui comptent. Par exemple, c'est pas normal que j'ai pas encore rencontré Harlem Désir qui n'est pas loin d'ici, n'est-ce pas, qui est pourtant une des personnes qui m'ont inspiré dans mon engagement politique en Belgique. Et un petit mot sur toute cette communauté africaine ici qui rêve un jour de rencontrer de telles personnalités qui nous permet aussi d'évoluer. On doit le dire haut et fort, quand on a des appuis, quand on a des exemples comme vous, comme Monsieur Rodney Ellis, ça nous permet d'aller de l'avant. Un petit mot à toute cette jeunesse. À toute cette jeunesse, je leur dirais ceci, la persévérance paye toujours, n'est-ce pas? J'ai une expression que un de mes oncles paternels défunts depuis m'avait dit quand j'avais 13 ou 14 ans que j'avais pour une fois échoué ma première session en troisième scientifique. Il m'avait dit la persévérance paye toujours et il me l'a dit en Chiluba, Musuminine, c'est-à-dire le persévérant n'échoue jamais qu'à toi au bout là. Donc il faut dire à nos jeunes que dès que tu as ton objectif, la première chose c'est de se fixer un objectif. Moi je m'étais dit il me fallait que j'ai un diplôme universitaire pour faire plaisir à ma mère, pas à mon père. À ma mère, parce qu'on disait qu'elle allait avoir des enfants qui n'étaient pas intelligents. Par la grâce de Dieu, j'ai tout fait, j'ai nettoyé les assiettes, j'ai bêché le jardin, j'ai vendu des bières dans des bistrots, dans des dancing, et Dieu m'a aidé à ce que je puisse obtenir mon diplôme universitaire. Et quand j'avais terminé, j'avais un beau boulot chez BAT au Congo. Mais je me suis dit un jour, mon père défunt, est-ce qu'il serait fier de me voir derrière un bureau comme employé, ou il serait content que je reprenne son travail? Je me suis dit que ça ferait plaisir à mon père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, à tous ceux qui dans ma famille n'ont fait que ce métier. Et c'est devenu un objectif. Et grâce à cet objectif-là, au passage, pour rendre service à des gens, car je pense quand même qu'on est éduqué, formaté, ou planifié, ou programmé pour être au service des gens d'abord, au-delà de nos petites ambitions personnelles. Donc c'est une satisfaction complète, double, celle de rendre service aux gens, apporter une nouvelle dimension à ce pays qui nous a acceptés, et aussi réaliser par là quelque part un métier qui vous fait rêver, même si c'est très 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 difficile de rester au sommet. Vous savez, c'est comme les musiciens, Ika. Mais vous pouvez vendre un CD, et c'est comme les Miss aussi, hein. Il suffit pas d'être belle, il faut le rester, il suffit pas d'être élu, et il faut garder la position pour inspirer les jeunes. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est vraiment un message envoyé aux jeunes pour dire, à force de se battre, on peut y arriver. J'espère que je vais y arriver, mais quand je vois le nombre des élus d'origine congolaise, africaine à Bruxelles aujourd'hui, et que j'ai été parmi les premiers à avoir commencé, pour ne pas dire le premier avec Guylaine Molaï et qui d'autre encore, Florimond Mailleur, Mamie Jeanne qui sont venus juste une année après. Quand je vois le nombre d'élus aujourd'hui guinéens, congolais, et même certains Marocains, ils étaient déjà élus, mais d'autres ont eu beaucoup plus de courage quand ils nous ont vus. Par exemple, je suis le deuxième étranger, tout simplement, à être échevin après Fawzi Riche à la ville de Bruxelles. Le premier Congolais, mais le deuxième étranger, n'est-ce pas? Et depuis maintenant, il y a au moins 4 Marocains qui sont échevins à la ville de Bruxelles. Donc ça pousse aussi d'autres communautés à pouvoir se mettre en route. Alors je me dis, ça a été dur ou c'est toujours dur, mais les résultats, on peut considérer qu'il est encourageant, même si dans la communauté congolaise, il y a eu une régression importante en termes de représentation des élus d'origine congolaise. Ce qui est une triste réalité. Une triste réalité, par exemple, je pense que toute l'Afrique commence à être bien représentée, mais la communauté la plus importante, les Congolais, sont de moins en moins élus parce qu'il y a beaucoup trop de candidats. Et surtout, ils font campagne dans la même assiette, comme on dit. Et à leur conclusion, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup d'élus. Et moi, j'ai la grâce d'être élu par la grâce de Dieu. Et ça devient de plus en plus difficile. Mais enfin, bon, on met tout dans les mains de Allah. Oui, accrochez-vous alors. Ouais. Ah oui, mais écoute, ça dépend de Dieu et de votre métier de journaliste aussi. Mais sinon, on fera ce qu'on doit faire. Un grand merci. Merci à toi. À mes côtés, j'ai une grande aussi
qui travaille aussi au Sénat aux États-Unis. Elle va se présenter. How are you, madam? I am very well today, thank you. Can you just tell people who you are? Yes, my name is Pamela Althoff. I am a state senator from the state of Illinois in the Chicagoland area. Oh, we are talking about Chicago. Barack Obama. Can you say something about him? I actually had the pleasure of serving with Barack Obama when he was an Illinois state senator before he ran for the Senate at the U.S. Level, at the federal level. Okay, we just see you in the Senate here in Belgium. And how did you find it? It's magnificent. It's beautiful. You have such history seeped here. I would imagine that people, when they serve as a senator here in this room, take it very seriously and understand the longevity of all the decisions that they are making. Okay, what can you tell to all these young people that are studied, they really want to be like you? Just something to tell them, go ahead and do it. It's very possible. I come from a very middle-class family. I am the first college graduate in my family, and here I stand in Belgium in the Senate. It's very possible. You never know what opportunities are going to present themselves to you. Thank you very much. Thank you. Son Excellence, le sénateur Rodney Ellis, qui vient, on doit le préciser, du Texas. On va poser quand même une question concernant l'Afrique. Tout ce qui se passe pour le moment en Afrique, étant africain, on doit le dire que nous devons en parler, nous devons soulever tous ces sujets qui nous font mal dans notre quotidien. So, I just want to ask you something. When you see all these things happen, like in DRC, the rapes with other women in Nigeria, Boko Haram, what can you say about it? I think that part of the problem on the African continent is we still have too many strong men who are running Africa. There simply is not an appreciation and a respect for women that we should have. I think that's changing. I think that pressure from the rest of the world has played a role in that. We need more of it. But it is a real problem. I mean, in general, and not just on the African continent, in the United States, the problem of rape, date rape, sometimes they refer to it on college campuses, even in the West, is one of those dirty little secrets that people just tend not to talk about. I think the more transparency we put on that issue, the more people are aware of it, the more pressure it puts on leaders on the African continent and around the globe to really have more of a respect for women, to teach young boys that they should respect women, and also teach women if they should speak out and don't take it. Thank you very much. Thank you. But without a small present from... Thank you. May I? Yeah, of course. Oh, that's beautiful. That's beautiful. Sit here. Senator, come over here. This is beautiful. This is beautiful. I was wondering what I could take home to give to my wife. Now, no. Thank you very much. You see that? It's beautiful. I'm going to put this on my desk at the Texas State Capitol. So Mayor Landrieu. What is it? Yeah, paperwork with the seal. All right, thank you. À mes côtés, j'ai le bourgmestre, Monsieur Yvan Mayer, de la ville de Bruxelles, qui nous a accueillis chez lui, dans son bureau, et qui a accueilli aussi toute cette équipe venant des États-Unis. Un petit mot et un grand merci, parce que, on doit le dire, il n'y en a pas beaucoup qui le font, et vous avez permis, on doit le dire, qu'il est quand même tard, il est déjà 20 heures, et vous avez accepté d'accueillir toute cette communauté américaine ici à la ville de Bruxelles. Oui, c'est normal. Enfin, je pense que voilà, nous travaillons souvent tard ici, donc ce n'est pas exceptionnel, mais je trouve normal d'être à disposition des visiteurs importants, certainement collègues du monde politique qui doivent aussi comprendre le fonctionnement de notre ville, comprendre l'Europe. Et il est important d'avoir des échanges avec des responsables politiques de tous les pays et certainement évidemment d'une puissance comme les États-Unis. Tout à fait. Et le message que vous avez pu passer, parle-nous-en un peu. Mais on a parlé beaucoup de diversité.
du fait que Bruxelles était une ville cosmopolite, qu'on y intégrait du mieux qu'on pouvait, évidemment, les populations d'origines diverses, et que notamment, oui, les droits politiques étaient une manière de conquérir une place pour les personnes issues dans le langage américain des minorités, mais nous ne parlons évidemment pas comme ça, nous parlons de citoyens avec des droits équivalents, et donc c'est très important. Donc le message est bien passé. Je crois qu'il y a eu un partage vraiment d'une grande importance. Oui, et puis c'est plus un peu une joke, mais on se disait qu'après un président comme Obama, peut-être que maintenant la place serait enfin venue pour une femme aux États-Unis. Voilà. On ne sait jamais. On le souhaite. Un grand merci et nous espérons vous revoir la prochaine fois encore en ces lieux. Merci. Voilà, merci à vous. Monsieur David Ilunga, secrétaire fédéral UNC Angleterre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Rika. Bonsoir, on vous a vu présent. Quand on voit quelqu'un comme ça qui milite pour cette cause, on peut dire dans un Sénat américain, qu'est-ce que vous pouvez dire? Non, mais toutefois, il faut dire d'abord que pour nous les Noirs, depuis l'émancipation, l'abolition de l'esclavagisme et tout ça, donc c'est une fierté pour nous quand on voit qu'on a un président noir américain, à la personne d'Obama, et puis quand on voit les sénateurs, surtout dans l'État du Texas, où le racisme était vraiment bien ancré. Alors c'est une joie pour nous de le voir, de le recevoir ici chez vous. En tout cas, un grand merci d'être aussi présent. Et à mes côtés, je veux prendre quelqu'un qui milite aussi toujours pour cette cause de l'être humain ici en Belgique. Il s'appelle Monsieur Patrick Giskis. Bonsoir. Bonsoir, Madame Ika de Jong. Dites-moi, un tel événement où vous êtes aussi présent, qu'est-ce que cela représente pour vous? Cela représente une grande fierté, car voir un sénateur noir se déplacer dans un pays européen et être reçu par des compatriotes, on va pas être raciste mais dire noir, et aller à l'hôtel être reçu à l'hôtel de ville, pour nous au départ c'est une fierté. Et toutes les causes menées par nos frères américains pour la valeur de la peau noire, pour nous, nous en sommes très fiers. Donc nous sommes très fiers d'avoir partagé avec monsieur des idées et avoir aussi des idées pour le combat de la peau noire et de la fierté de la peau noire. Un grand merci. Très content. Un grand merci, monsieur Patrick Giskis, et bonne soirée. Bonne soirée, Madame Ika. Comme vous voyez, nous arrivons à la fin de cette émission en vous remerciant de l'avoir suivi. Nous remercions le sénateur Bertin Mampaka ainsi que toute son équipe et le bourgmestre de la ville de Bruxelles qui nous a accueillis aussi ici dans ses locaux. En remerciant aussi Olivia Klaus, Léonard Moulamba, Stéphane Kalonji, Anna Polonska, Michael Kwarita qui nous ont soutenus pour la réalisation de cette émission. Donc, comme on le dit toujours, tout ce qui ne se trouve pas ailleurs se trouve ici. On n'a pas des piles, mais on fonctionne. Merci.